Bonjour, Monsieur François Rebedega, représentant du HCR au Maroc. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cette première édition de l'invité de NAS, qui est un format d'échange et de dialogue avec un acteur ou actrice de la société civile, des institutions au Maroc sur les thématiques sur quoi travaille NAS. Ma première question est en lien avec l'actualité. Aujourd'hui, le mardi 13 juin, il y a eu un naufrage d'un nouveau bateau, malheureusement au bord de la Grèce. Le décès de plus de 78 personnes. Quelle est, à votre avis, la situation du droit d'asile dans le monde à partir de cette nouvelle situation dramatique durant l'année 2022-2023? Alors bonjour et merci à NAS pour cette entrevue et merci pour tout le travail important que vous faites. Alors nous venons de publier un rapport sur l'état des déplacements forcés dans le monde et à ce jour, à la mi-année 2023, le niveau des déplacements forcés a franchi la barre des 110 millions de personnes dans le monde. Chiffre qui avait été doublé déjà entre 2010 et 2020, de 40 à 80 millions de personnes, et qui est passé de 2020 à 2023, de 80 à aujourd'hui, juin 2023, plus de 110 millions de personnes déplacées de force dans le monde. C'est un niveau, c'est un symptôme de fracture de notre monde, fracture liée à des conflits, des nouveaux conflits, mais aussi des conflits qui durent, des situations de violence généralisée, de persécution, mais aussi nous voyons les incidences du changement climatique sur les déplacements forcés dans le monde. D'accord. En matière d'application de ce droit d'asile, est-ce qu'aujourd'hui les États continuent à respecter leurs engagements de manière globale, vu que vous avez cette vue globale en tant que HCR? Alors aujourd'hui, je dirais qu'il y a une tension autour de ces fractures de notre monde. Il y a une tension. L'asile est mis à mal dans le monde, mais il y a aussi des acteurs étatiques, des acteurs des sociétés civiles, des acteurs du système des Nations Unies, dont bien sûr le Haut Commissariat aux réfugiés, qui s'attellent et travaillent sans relâche pour continuer à affirmer l'importance du droit d'asile, l'importance de l'accès à l'asile et l'accès à la sécurité pour des populations qui n'ont pas d'autre choix mais que de fuir leur pays. Et c'est important aussi, dans un monde où il y a de plus en plus de facteurs d'instabilité, que l'asile est non seulement une réalisation de droit fondamental, droit de la personne, mais également un facteur de stabilité dans un monde d'instabilité. On passe sur le Maroc. L'année 2022 et cette année 2023 a été marquée par les événements de Melilla et Nador du 24 juin, décès de plus d'une vingtaine de réfugiés, essentiellement soudanais, qui transforment quelque part la situation dans le pays, au Maroc. Comment le HCR Maroc a vécu cette situation? Et comment vous avez pu gérer cette situation qu'on peut appeler une situation de crise? Alors d'abord, on l'a vécu, c'est une tragédie. Plus de 20 personnes, des jeunes hommes, trouvent la mort, des Africains, en tentant de passer vers ce qu'ils perçoivent comme un Eldorado, peut-être un faux mythe, essayent de passer une barrière entre les localités de Nador et Melilla sur le continent africain. Donc c'est avant tout, nous l'avons vécu comme une vraie stratégie et qui nous appelle tous à faire tout ce qui peut être fait pour que de telles stratégies, de telles tragédies ne se reproduisent pas. L'autre chose, c'est que c'est un contexte de mouvements mixtes, mouvements de migrants, de réfugiés, mobilité choisie, mobilité forcée, qui est extrêmement complexe. C'est que le Maroc est un pays non seulement d'origine, mais aussi de transit, et de transit pour des populations importantes qui n'ont qu'un souhait, c'est d'essayer d'arriver en Europe. Et c'est ce souhait qui a conduit ces populations à essayer de passer la barrière entre Nador et Melilla. Après, comment nous l'avons vécu en tant que HCR? Parmi ces près de 2000
jeunes hommes qui ont tenté de passer la barrière le 24 juin 2022, un certain nombre avaient un certificat de demandeur d'asile émis par le HCR concernant le Maroc. Alors, ces populations, nous les avons suivies, nous avons fait notre travail, notamment de suivi médical. Nous avons aidé près d'une centaine de ces jeunes hommes pour leur suivi médical auprès de services d'urgence. Nous avons suivi une centaine pour un suivi médical pour des soins moins graves. Et nous avons aussi suivi 10 personnes pour des questions de santé mentale. Donc, avec les moyens qui sont les nôtres, pour ceux qui relevaient du mandat du HCR, nous avons fait tout ce suivi. Et est-ce que le HCR, au niveau mondial, a publié un communiqué très fort le lendemain des événements? Est-ce qu'aujourd'hui, les États qui sont responsables de cela, l'Espagne et le Maroc, ont-ils respecté leurs engagements en termes de respect de droit d'asile sur ces questions-là, sur ces événements qui étaient, comme vous l'avez dit, très forts, tragiques? Alors, le droit d'asile au Maroc se passe au Maroc. Là, il y a une tentative de traverser, de quitter le Maroc. Donc, c'est une question qui concerne l'Espagne, et ça, je laisse à ma collègue, la représentante en Espagne, la responsabilité de répondre à une telle question qui ne relève pas de mon mandat. Par contre, nous travaillons très étroitement, mais par rapport à de tels événements, je crois que ce qui est fondamental, c'est que du côté tant marocain qu'espagnol, il y a eu une mobilisation des institutions concernées. Ça peut être du côté de la santé, mais c'est aussi du côté d'institutions comme le Conseil national des droits de l'homme marocain, qui a publié une enquête, une fact-finding mission 3 semaines après les événements, mais aussi le travail du côté espagnol. Et la vue du HCR, c'est qu'il est fondamental que les institutions concernées dans les deux pays soient mobilisées, soient saisies pour faire de sorte que le travail de vérité et justice soit conduit avec les institutions du pays, et que pour ce travail, il est essentiel que toutes les voix soient entendues. Les voix des autorités, les voix des très nombreux policiers qui ont été blessés, mais aussi des individus qui ont été impliqués dans ce passage. Donc c'est un travail qui s'inscrit dans la durée, mais qui est absolument essentiel pour notamment s'assurer que ces événements ne se reproduisent pas. Toujours sur ce qui s'est passé en juin, parce que c'est un moment important, je crois, dans l'histoire du droit d'asile au Maroc. Aujourd'hui, il y a un afflux de réfugiés, notamment de Soudanais et Tchadiens. Et comment vous avez pu soutenir ces survivants? Vous avez parlé de soutien en matière de droit à la santé, soutien des personnes pour tout ce qui est santé mentale, mais comment vous avez fait aussi pour soutenir ces personnes sur le plan économique, sur le plan tous les niveaux en fait? Parce qu'on est face à des gens survivants qui ont vécu un drame. En fait. Alors, je pense qu'il est important de rappeler d'abord qu'il y a au Maroc près de 19 000 demandeurs d'asile et réfugiés, qui comprennent 9 700 réfugiés, dont les principales groupes sont les Syriens, les Centrafricains, les Yéménites, les Sud-Soudanais et les Soudanais, et que nous ne faisons pas de discrimination. Nous ne faisons pas de discrimination envers ces groupes, et nous avons d'abord comme politique sur l'ensemble de la planète, sur l'ensemble du monde, le HCR enregistre les demandeurs d'asile, mais ne fournit pas d'assistance. Nous n'avons pas les moyens de fournir de l'assistance aux demandeurs d'asile. Et par contre, une fois que les gens sont reconnus comme réfugiés, et plus de 250 Soudanais ont été reconnus comme réfugiés à ce jour, nous avons comment dirais-je, une aide financière pour les plus vulnérables.
Nous travaillons également sur la question des solutions durables, donc qui sont trois. C'est l'inclusion locale, c'est le retour volontaire pour ceux qui le désirent, puisque c'est un choix individuel qui s'exerce individuellement, mais aussi la réinstallation. Malheureusement, nous avons un nombre très limité de places de réinstallation, mais qui sont là pour l'ensemble des réfugiés reconnus et de toutes les nationalités et pas que d'une nationalité. Alors ce que nous faisons pour l'ensemble des réfugiés, nous avons tout un volet d'action d'accompagnement sur l'inclusion que permet la stratégie nationale d'immigration et d'asile pour la santé, pour l'éducation et également pour l'accès à l'emploi pour les réfugiés qui ont un titre de séjour. Mais nous sommes conscients qu'il y a un réel problème avec la documentation, puisque les études du Haut Commissariat au Plan de 2020 et celle qui est sur le point d'être publiée de 2022 montrent que 40... Documentation, juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent, qui nous voient, c'est quoi documentation? C'est un titre de résidence à jour. Un titre de résidence émis par les autorités marocaines à jour. Et donc cette étude du Haut Commissariat au Plan montre en 2020 et montre qu'en 2022, 45% des réfugiés n'ont pas de titre de séjour de résidence. Donc on s'efforce de travailler sur ces obstacles pour que l'ensemble des réfugiés, y compris les Soudanais, puissent pleinement et au maximum profiter des possibilités d'inclusion que permet le Maroc, qui ne sont pas possibles dans bon nombre de pays dans le monde, dans des situations similaires, mais qui ne sont pas aussi sans obstacle au Maroc. Et l'obstacle principal est la question de la documentation. Toujours aujourd'hui, cette année bilan 2022-2023, aujourd'hui, comme je dis, il y a un afflux, il y a un allongement des durées de traitement des dossiers au niveau de votre bureau. Alors, d'abord, expliquez-nous comment un réfugié, quand il arrive au Maroc, un demandeur d'asile, il arrive au Maroc, comment sa demande est traitée, quelles sont les durées normales, moyennes, et aujourd'hui, comment expliquer aujourd'hui ces durées qui s'allongent, ces rendez-vous qui deviennent de plus en plus longs, et voilà, qui créent une certaine tension, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on reçoit, nous, au niveau des demandeurs d'asile, des personnes, c'est qu'il y a une certaine tension, une certaine frustration. Il y a même eu des sit-ins devant le siège ici. Absolument. Alors, il y a au Maroc, à la demande des autorités marocaines et pour les autorités marocaines, le HCR conduit les fonctions d'enregistrement et de reconnaissance du statut de réfugié. Donc, ces deux fonctions impliquent un certain nombre d'étapes. Un premier contact, c'est une démarche individuelle, je demande l'asile. Dès le premier contact, un rendez-vous est pris pour un enregistrement. Et lors de l'enregistrement, le HCR va remettre un document qui a des points de sécurité pour qu'il ne soit pas falsifié, va remettre un document qui certifie que la personne a demandé l'asile et doit être protégée, notamment de tout refoulement et expulsion. C'est un document qui est reconnu officiellement par le gouvernement du Maroc, et quand il y a des questions de reconnaissance, c'est des questions qu'on soulève et qu'on traite directement avec les autorités marocaines. Mais ça, c'est un point très important, c'est que l'État marocain reconnaît ce document. Après l'enregistrement comme demandeur d'asile, il y aura un rendez-vous pour un examen juridique très approfondi, à l'issue duquel le HCR déterminera sur une personne étant besoin de protection internationale ou pas. Et il est vrai que ces délais se sont allongés d'une période de 8-9 mois à 11 mois pour une raison très simple. C'est que le nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés a été multiplié par 2 depuis 2020, le nombre de réfugiés de 50%, mais que les ressources
dont le HCR dispose, même si on est parvenu à augmenter chaque année, sont sans aucune mesure avec ce doublement du nombre de demandeurs d'asile et réfugiés. Donc il y a une vraie question de manque de ressources dont cet allongement de la durée est une expression. Après, il faut, et nous ferons tout pour la réduire. Mais c'est important aussi de rappeler que ce sont des délais qui sont semblables, et ce n'est pas un sujet de satisfaction, mais c'est important, c'est qu'avec des moyens très insuffisants, pas adéquats, nous arrivons à tenir des délais qui sont l'équivalent de ce que font des administrations nationales avec des moyens beaucoup plus importants dans des pays riches. Sur ces questions aujourd'hui, sur cet afflux qui arrive aujourd'hui dans le pays, est-ce qu'aujourd'hui des bureaux comme le HCR Maroc, et ça a été souvent dit, est-ce que c'est, et je voudrais vous demander votre avis, et ça ne rejoint pas les politiques européennes d'asile qui veulent aujourd'hui externaliser encore plus le droit d'asile vers les pays du Sud, ce qui fait que des bureaux comme le HCR Maroc aujourd'hui reçoivent de plus en plus de demandeurs d'asile qui sont aujourd'hui bloqués quelque part dans leur route. Et sans avoir les moyens, comme vous dites, parce que les bureaux des pays du Sud n'ont pas toujours les moyens, surtout dans le pays comme le Maroc, où le nombre peut-être n'est pas assez élevé. Alors comment vous gérez cette pression des deux côtés, pression, je dirais, cette situation qui fait qu'on a des réfugiés aujourd'hui au Maroc, des demandeurs d'asile, et on a des politiques globales qui sont affichées par l'Union européenne, notamment par le pacte, le nouveau pacte européen d'asile, qui veut créer des hotspots, créer une demande externalisée dans les pays tiers. Comment vous gérez ça sur le plan global? Alors je crois que dans le monde, le haut-commissaire a été très clair, c'est que dans un monde où on voit de plus en plus de fractures, dont on a parlé, où on voit un nombre de déplacements forcés qui ne cesse d'accroître, on voit différents types de comportements des États. On voit des États qui se ferment. On l'a vu pendant la période du Covid, où au début du Covid, un nombre très important d'États ont fermé leurs frontières et ont notamment, sans aucune considération pour la possibilité de demander l'asile. Donc on voit des réflexes de fermeture sur soi d'un nombre important de pays ou d'espaces géographiques, et on voit des pays qui continuent à être très engagés sur la question d'une ouverture et d'une approche positive par rapport aux questions de mobilité et de mobilité forcée. Et c'est intéressant de voir qu'un certain nombre de ces pays, dont le Maroc, sont des pays comme les Philippines aussi, comme l'Irlande, ce sont des pays qui ont la spécificité d'avoir une diaspora très importante. Et je pense que quand on a le vécu en tant que pays du Marocain à l'étranger, du Philippin à l'étranger, de l'Irlandais à l'étranger, on a aussi une meilleure compréhension de l'étranger chez soi. Et donc, le Maroc est un pays qui est très engagé sur les questions des mobilités. Je pense qu'il faut que c'est très important d'avoir aussi une affirmation africaine. L'Europe est très claire sur ce qu'elle veut pour l'Europe, et je crois que le Maroc fait un travail très important dans l'affirmation d'une voix africaine sur la question des mobilités, pour qu'entre l'Europe et l'Afrique, ce soit sur la question des mobilités, ce soit un discours et un dialogue beaucoup plus équilibré. Et ce d'autant plus que les chiffres le disent très clairement, l'Europe va très très rapidement avoir un besoin très important de main-d'œuvre étrangère. Donc certains pays l'ont compris, certains pays l'expriment, notamment l'Allemagne. Donc il y a une formidable opportunité d'équilibre, de complémentarité démographique entre une Afrique très jeune et une Europe vieillissante. Et je pense que sur le front ouest de l'Afrique, avec un pied dans la Méditerranée, un pied dans l'Atlantique et une localisation carrefour, que le Maroc a un rôle très important à jouer, mais aussi très important est le travail entre les pays d'origine et les pays de transit et de destination.
Donc je pense qu'on est un petit peu à un moment clé et je pense qu'aussi c'est très très important par rapport au travail d'asile au Maroc dans le cadre de cette belle politique nationale d'immigration et d'asile. Je pense que là, il y a des étapes fondamentales justement dans ce choix de l'inclusion, dans ce choix de l'ouverture, dans ce choix d'une approche éclairée des mobilités. C'est que la loi asile est absolument indispensable. C'est un choix marocain en 2013 d'avoir une loi asile et cette loi elle est indispensable pour tout d'abord permettre un traitement cohérent, équitable entre tous les réfugiés, quel que soit leur pays d'origine, et aussi comme élément constituant la mise sur pied d'un système, d'un bureau national de réfugiés et des apatrides. L'autre question fondamentale, on a parlé, c'est la question de la documentation. Je pense que pendant le Covid a imposer des impératifs de réponse sanitaire, mais nous sommes sortis du Covid, nous sommes dans une situation difficile et je pense qu'on a une vraie opportunité de travailler sur cette question de la documentation parce qu'il y a une adéquation totale entre sécurité publique, la fonction de maintien de l'ordre et la sécurité juridique des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et à votre avis, est-ce que le BRA, aujourd'hui, le Bureau des réfugiés et des apatrides au Maroc, a repris ses activités comme vous le souhaitez, dans le sens avec un rythme qui permettrait aussi de répondre à la demande Alors, le BRA, et c'est tout à fait dans la lignée de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que pendant la période Covid, il y a eu des impératifs de réponse à la pandémie, et le BRA a cessé ses sessions durant la période de Covid. Mais le BRA a repris post-Covid ses sessions et s'est réuni régulièrement en 2022 et a avalisé 240 personnes. Mais le HCR a reconnu 9700 réfugiés et il y a plus de 2000 personnes qui ont été vues par le BRA. Donc il faudrait une période extrêmement longue pour que les personnes qui n'ont pas été encore auditionnées par le BRA le soient. Donc il y a un vrai problème de capacité, c'est une question que l'on discute avec les autorités. Il faut absolument augmenter les fréquences d'audition du BRA. Vous avez évoqué la loi, le cadre juridique. Où en est ce texte aujourd'hui et quelles sont vos attentes par rapport à ce texte qu'on attend depuis 2014 ? Alors, mon information est que le texte est en train d'être discuté entre les ministères concernés, que c'est une discussion qui est dans sa phase plutôt finale. Après, je n'ai pas d'informations spécifiques sur la session parlementaire précise durant laquelle le projet de loi sera discuté. Mais nous ne cessons de le dire et dans nos rencontres avec nos interlocuteurs et très ouvertement à quel point cette loi est essentielle. Donc nos attentes, c'est que cette loi soit discutée le plus rapidement possible au niveau du Parlement, qui est comme pour toutes les lois, la discussion parlementaire qui s'impose, que le meilleur texte sorte et qu'il soit appliqué le plus rapidement possible, puisqu'il aura des implications, comme on l'a évoqué, très très pratiques pour et les demandeurs d'asile et les réfugiés. Une question sur l'activité du bureau du HCR au Maroc. Comment il a évolué dans ce contexte-là, aussi dans un contexte où il y a encore une guerre civile au Soudan, peut-être parce que les gens attendaient un afflux encore plus important du Corne d'Afrique. Comment ça se passe au niveau du bureau? Comment ça s'est passé cette année pour vous? C'était une année facile, difficile, mouvementée, plutôt calme? C'était une année très dure. C'était une année très dure parce que nous sommes un petit bureau, nous avons 50 fonctionnaires, nous avons un petit budget, mais j'ai une équipe très dynamique, très soudée, et nous avons 20 000
19 000 demandeurs d'asile et réfugiés. Donc c'est extrêmement compliqué, surtout quand vous n'avez pas les moyens qui sont requis par une telle situation, mais ce n'est pas que le HCR, puisque dans l'esprit du forum global pour les réfugiés qui appelle de ses voeux une approche multipartite, le travail de l'asile, c'est un travail qui implique tout un ensemble d'acteurs, dont le HCR, mais pas que le HCR, l'État, la société civile, mais aussi les communautés qui jouent un rôle très très important et que vous verrez en chiffres dans l'étude du HCP 2022-2023, c'est qu'une des sources d'aide les plus importantes sont en fait pour les réfugiés les communautés marocaines et étrangères au Maroc dans lesquelles ces gens vivent. Très compliqué parce que beaucoup de changements, parce que moyens insuffisants, parce que aussi confrontés à la violence. Notre bureau, l'espace diplomatique a été violé plusieurs fois. Le staff du HCR a été frappé physiquement. Donc on est une institution de paix et de dialogue qui, fonctionnant dans le discours, donc il y a toujours et le dialogue, il y a toujours un effort très très important de dialogue avec toutes les communautés, dans la recherche, d'abord dans l'explicitation de ce qu'on peut apporter, de ce qu'on ne peut pas apporter, et aussi dans la recherche ensemble d'optimisation, comme je l'ai dit, des opportunités d'inclusion que présente le Maroc. Donc, je vous parle de façon très ouverte sur ce que nous sommes. C'était une année très très difficile et je pense qu'elle l'a été autant pour tous les demandeurs, les réfugiés, que pour notre bureau. Et donc on travaille avec tous les acteurs concernés pour sortir d'une situation qui ne peut pas durer. Les choses doivent changer. Et pour la première moitié de 2023, comment ça s'est présenté en termes de flux, donc en termes de chiffres? Est-ce qu'il y a eu plus de flux? On est sur la même tendance qu'avant? On est sur la même tendance avec, sur les premiers mois, une stabilisation des chiffres. Une stabilisation des chiffres. Après, il faudra attendre la fin de l'année pour faire un vrai bilan. Il n'y a pas, pour l'instant, on ne voit pas de répercussions du conflit soudanais dramatique, puisque c'est un nombre très important de réfugiés, 500 000, un demi-million, 1,4 million de déplacés. On ne voit pas d'incidence au niveau du Maroc à ce jour. Pour cette situation qui doit changer, que vous avez évoquée au niveau mondial et à la fois au niveau local, aujourd'hui il y a le Forum mondial des réfugiés en décembre, qui se tient en décembre, organisé par le HCR. En quoi ce rendez-vous est important à la fois pour le HCR mais aussi pour les réfugiés dans le monde et au Maroc? Parce qu'on a l'impression que ces forums internationaux ont fait de beaux discours, mais il y a une déconnexion entre ces discours, ces engagements et les réalités. Alors, nous pensons au HCR et dans l'esprit du pacte mondial pour les réfugiés que ce sont des moments très importants. Et quand on pense à l'échange qu'on a eu justement sur ce monde de plus en plus fragmenté, ce monde dont la fragmentation amène des réflexes de repli, ce moment il est très important parce que ce moment il est vraiment un moment monde pour faire le bilan de ce qui a été fait dans les 4 années précédentes, mais il est aussi un moment monde qui reconnaît ce qu'a été la contribution de tout un ensemble d'acteurs d'une façon qui est tout à fait unique. Et au premier rang desquels, les réfugiés eux-mêmes. Il n'y a pas d'autre forum monde dans lequel les réfugiés peuvent faire part et des actions qu'ils voudraient prendre et de ce qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Mais ce sont les sociétés civiles, c'est le secteur privé et c'est également, évidemment, les États et les institutions internationales. Et donc c'est un moment galvanisateur et en soi, il est très, très important. Des gars, sur la montée aujourd'hui d'un discours xénophobe, raciste, discours de haine, je pense notamment à la situation en Tunisie,
bien que ce ne soit pas votre mandat, mais je pense que ça nous concerne parce qu'il y a un effet boule de neige. Aujourd'hui, c'est une montée d'un discours de haine. Comment faire? Je sais que vous êtes très attaché à ces questions de vivre ensemble, etc. De vivre ensemble. Comment faire pour lutter contre une montée d'un discours de haine, peut-être importé, peut-être produit par les sociétés locales aujourd'hui? Alors c'est très important et je dirais en fait ça fait partie de notre travail et comme vous l'avez souligné il y a un travail important autour du thème de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est mieux connaître l'autre, mieux apprécier son parcours et c'est un travail qui est effectué très étroitement avec les réfugiés eux-mêmes. Vous jouez, vous, également, les médias, les journalistes, un rôle très important dans la déconstruction de ce qui peut être un réflexe de rejet de l'autre, un réflexe, des réflexes de non-acceptation, dans la déconstruction du dialogue et des opinions racistes. Et la déconstruction, ça veut dire discuter avec des gens qui peuvent avoir cette opinion et comprendre les peurs qui motivent ces réflexes de rejet d'autrui. Et je pense que le dialogue est très très important et on voit que le dialogue qui est fait par les réfugiés eux-mêmes porte ses fruits et vous jouez, vous journalistes, et notamment le réseau ENAS, un rôle fondamental, c'est-à-dire c'est d'expliquer, de ne pas être qu'un événement ne soit pas dans sa couverture que sensationnaliste et que avec des annonces accrocheuses, mais qu'il y ait un travail d'explication. La deuxième, pour contrecarrer tous ces réflexes de rejet d'autrui, je dirais, c'est tout le travail de recherche. Et la Banque mondiale vient de sortir son rapport annuel qui est consacré aux migrants, aux réfugiés et sociétés, et dont je dirais la principale conclusion est que 15-20 ans de recherche, y compris très étroitement avec le HCR, ont montré que l'impact des populations migrantes et réfugiées dans un pays hôte sur les marchés du travail est dans 80% des cas positive. Et que quand elle ne l'est pas, c'est important d'analyser pourquoi et de le dire. Donc tout ce qui est recherche, évidence est fondamental pour déconstruire ces discours de haine qui sont souvent basés sur des peurs instinctives et pas du tout réfléchies. Et c'est pour ça que le travail aussi fait par le Haut Commissariat au Plan sur ces études sur la population réfugiée est très importante pour que toutes nos actions soient basées sur des chiffres très précis. Le dernier point, je pense que pour déconstruire les discours de haine, nous vivons dans certaines parties du monde, dans des systèmes politiques qui sont tout à fait amnésiques. Au point de vue de l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de 7 millions d'années de mobilité. Nous sommes tous individus des fruits de cette mobilité. Notre nom de famille le dit, notre ADN le dit. Et donc, c'est très important de cultiver cette mémoire des mobilités. Et c'est intéressant, on parlait de l'Europe et de l'Afrique, on peut parler de l'Espagne et du Maroc. C'est qu'avant que des jeunes Marocains n'essayent d'aller trouver, de rejoindre l'Espagne, après la Seconde Guerre mondiale, c'était des réfugiés espagnols républicains qui fuyaient l'Espagne de Franco en utilisant des pateras en allant d'Espagne au Maroc. Et donc la mémoire de ces mobilités, elle est essentielle comme un élément déconstructeur des réflexes de rejet de l'autre et notamment de tous les discours, les discours haineux par rapport aux mobilités à l'étranger. Merci beaucoup, Monsieur François Rebedega, pour votre temps, pour cette interview, pour cet échange. Et on vous donne un rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission, l'invité d'UNAS. Merci beaucoup. Merci beaucoup.